Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à Droit des réponses, votre magazine dominical chez Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets ayant retenu l'attention des confrères, ayant retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée au contentieux post-électoral, un contentieux au cours duquel, note l'œil d'Israël, le recours du MRC a été rejeté par le Conseil constitutionnel, lequel Conseil constitutionnel, à l'occasion, indique la nouvelle expression à enseigner le droit au professeur Maurice Kamto. La haute juridiction observe le journal du Carrefour Equinox à Bonacoa, ici à Douala, a estimé que toute la batterie d'arguments que le héros de l'affaire Bakassi et ses conseils ont déployé pendant 2 jours n'avaient aucun fondement juridique, donnant ainsi raison à ELECAM, au RDPC et à l'administration territoriale sur toute la ligne. Et donc, la pièce s'est jouée, conclut Mutation. Alors qu'il s'était autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle, note le journal d'Alain Boymo, et en dépit d'audience houleuse, Maurice Kamto a été entièrement débouté par le Conseil constitutionnel. Le quotidien, le Messager, reste sur la métaphore choisie par le candidat du MRC au cours de sa campagne électorale et conclut le pénalty de Kamto invalidé par le Conseil constitutionnel. Pourtant, le match au Conseil constitutionnel aura été riche en émotions, riche en spectacles et surtout en scène de théâtre. Ce sont les mots du quotidien Le Jour qui observe que l'audience de mardi dernier a été suspendue dans la confusion vers 22 heures. Le magistrat Émile Essombe et les avocats de Maurice Kamto se taxant mutuellement de mensonges. À l'origine de cette confusion où on a frôlé un incident, une affaire de PV. Une affaire de procès-verbaux qui a enflammé la salle d'audience selon la nouvelle expression. Le journal indique que les conseils du candidat Kamto recusaient les documents sur lesquels a travaillé la Commission nationale de recensement général des votes. En tout cas, il n'y a pas que Kamto qui a été débouté, Joshua aussi. Informateur note que le recours ou les recours en annulation de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, introduits par les candidats du MRC et du SDF, n'ont finalement pas prospéré au terme de 4 jours de débat marathon, houleux, fructueux et attrayants. Des débats ayant quelquefois pris l'allure des meetings politiques selon le journal Baromètre. Mais alors, l'audience qui vient de s'achever au Conseil constitutionnel était-elle finalement une tribune pour dire le droit ou le procès de la démocratie camerounaise? Quelles sont les grandes leçons qu'il faut tirer de ce contentieux post-électoral? Le Conseil constitutionnel a-t-il fait mieux que la Cour suprême en tant que juge des élections? Ce sont des questions qui constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses qui reçoit sur ce plateau ce dimanche Wilfred Ekanga. Bonjour. Bonjour Duval, bonjour à tous les spectateurs de Equinox TV et bon dimanche à tous les Camerounais. Merci d'être venu sur ce plateau. Wilfried Ekanga, vous êtes analyste politique, vous êtes étudiant, il faut le préciser, en Allemagne, et vous êtes un soutien de Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Et vous avez suivi, il faut l'indiquer, de bout en bout ce processus électoral, puisque depuis plusieurs semaines maintenant, vous êtes sur nos plateaux et vous commentez l'actualité avec nous. Merci infiniment d'être venu. Mais avant de partir, peut-être un mot rapide. Il y a des informations qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux faisant état d'une communication signée du responsable de la communication du MRC et qui se désolidarise de la marche que serait en train d'organiser en ce moment l'honorable Jean-Michel Niteux du SDF. Oui, il est possible que le professeur Maurice Kamto se désolidarise bel et bien de cette marche, mais en tout cas pour avoir la source de l'information, le porte-parole officiel du professeur Kamto, c'est Olivier Biboun-Isaac. On trouve notamment les communiqués sur la page Facebook Maurice Kamto officiel ou sur porte-parole Maurice Kamto. Donc la véracité d'une information évidemment ne dépend pas du fait que ce soit le porte-parole ou quelqu'un d'autre qui la dise au nom de Maurice Kamto. Mais en tout cas, avant de faire une affirmation dessus, il faut s'assurer que la page officielle du porte-parole... Et donc la voix autorisée, c'est soit le porte-parole du candidat Olivier Biboun-Isaac, soit le site officiel du candidat Kamto. Exactement, pour éviter des confusions, il vaut mieux se référer à ces sources-là.
Et pour l'instant, le texte qui circule justement n'est ni signé, ni du professeur Moïse Kamto, ni du porte-parole, mais signé plutôt par quelqu'un qui se présente comme étant membre de cette cellule chargée de la communication, voilà, du professeur Moïse Kamto. Merci de faire cette précision-là. Dieudonné Samuel Mout, bonjour. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Voilà, vous êtes militant, cadre du RDPC, j'aime bien préciser, président de la section RDPC CAM Sud-Est. CAM Sud-Est, oui. Voilà, et puis dans une autre, je veux dire, quand vous ne faites pas la politique, vous êtes expert comptable. Absolument, merci. Et le RDPC, bien sûr, pour nos téléspectateurs qui sont à l'extérieur du Cameroun et qui sont nombreux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et ailleurs, le RDPC, c'est le parti qui a investi Paul Biya, candidat sortant à l'élection présidentielle. Merci donc d'être venu, Dieudonné Samuel Mout. J'introduis Maître Moustapha Ngouana. Bonjour. Bonjour Duval, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Après notre bataille dans l'arène du Conseil constitutionnel. Absolument. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes conseiller juridique national du Social Democratic Front. Vous avez été représentant du candidat Joshua aussi à la Commission nationale de recensement général des votes. Et comme vous venez d'indiquer, vous venez de Yaoundé où vous avez pris la parole au Conseil constitutionnel comme conseil justement de Joshua aussi. On va peut-être faire le point avec vous sur un certain nombre de questions qui sont restées peut-être un tout petit peu incomprises au cours de cette audience solennelle. Merci Maître Moustapha Ngouana d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie infiniment. J'espère que je saurai vous apporter les lumières nécessaires pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qui s'est passé à Yaoundé et qui, de notre point de vue, on ne peut plus ubuesque. Merci Maître Moustapha. J'introduis également notre consultant Edmond Kangia. Bonjour. Bonjour Monsieur Fangwa. Et merci d'être venu. Oh, c'est toujours avec plaisir, ce d'autant que nous sortons d'une semaine rude, une semaine très médiatique, très médiatisée. On a vu les populations rester scotchées devant leur téléviseur parce qu'il se passait quelque chose au Conseil constitutionnel. Donc ça a été un très grand moment. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, ainsi que les copanélistes. Je reviens à Maître Moustapha Ngouana. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Maître Ngouana, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour évoquer les faits saillants de ce contentieux, tel que cela a été soulevé par la presse cette semaine, comment aborde-t-on un exercice comme celui-là? Vous êtes conseil, vous devez aller au Conseil constitutionnel et vous devez porter les espoirs d'un candidat à l'élection présidentielle. Avec quel sentiment vous abordez la partie, si on reste sur la métaphore d'un match de football, avec le sentiment que les carottes sont cuites ou bien qu'un miracle peut se produire? Vous savez, je ne peux pas aborder un contentieux habité par le désespoir. J'avoue qu'étant habitué du Conseil constitutionnel, autrefois on disait Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, je m'y retrouve de manière régulière depuis 2011. Et étant habitué, je me suis quand même rendu compte de ce qu'il n'y a pas de miracle à y attendre. Mais seulement, vous savez, dans le jeu démocratique, chacun doit faire sa part. Alors lorsque nous allons devant le Conseil constitutionnel, au-delà des questions de droit qui vont être administrées, qui vont être traitées, il y a également l'éveil de notre peuple qui est en jeu. Donc il y a la volonté de pouvoir créer une espèce d'électrochoc. C'est ce que vous avez certainement dû remarquer, que les Camerounais ont délaissé les matchs de football pour pouvoir suivre en direct le contentieux parce que s'ils jouaient l'avenir de leur pays. Mais maintenant, s'agissant de la préparation, il s'agit d'un dossier comme tous les autres. Lorsque l'avocat a le cœur à l'ouvrage, il n'y a pas de petit dossier, il n'y a pas de grand dossier. Donc on est concentré et on travaille en se disant qu'il faut donner le meilleur de soi, en espérant que les membres du Conseil constitutionnel ou bien les juges, selon ceux devant lesquels vous trouvez, auront la force, auront la capacité nécessaire pour pouvoir ouvrir leur cœur et entendre la voix de la raison. Mais justement à ce niveau-là, quand vous plaidez comme ça a été le cas pendant pratiquement 2 heures, au finish, quand vous sortez, vous dites quoi? Vous dites: j'ai parlé à la conscience de ces conseillers de la Cour suprême ou bien du Conseil constitutionnel, j'ai parlé au président, à la conscience du président du Conseil constitutionnel, ou bien j'ai parlé au peuple camerounais, à la communauté internationale. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre cible? Je dois vous avouer que je ne serais pas honnête en vous disant que ce n'était pas tout cela à la fois. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous présentez devant des gens comme ceux-là qui ont tout reçu de notre pays, parce qu'il faut le dire, et je l'ai rappelé dans ma plaidoirie, dans ma péroraison, comme nous appelons pour nous les avocats, on parle à leur conscience. On espère qu'ils auront un sursaut patriotique.
parce que c'est comme ça que je considère cela, qu'ils auront un sursaut patriotique et qu'ils vont pouvoir avoir le courage de rendre une décision qui pourrait être qualifiée d'historique, un peu comme ce que nous avons eu au Kenya. Donc, on parle également à notre peuple, parce que le peuple écoute, parce qu'il faut que le peuple cesse de se désintéresser de la politique. Parce que son avenir s'y joue, mais il le confie à quelques-uns qui malheureusement sont stipendiés pour la plupart, qui n'ont pas la conscience nécessaire pour pouvoir prendre les décisions qui aillent dans le sens de l'intérêt général. Alors nous parlons au peuple, mais nous parlons également, je vais le dire, pour moi qui suis avocat, quand nous parlons également, nous appelons, ça dit que le Cameroun est dans le Conseil des Nations. Il faudrait qu'ailleurs, qu'on voit ce qui se déroule vraiment chez nous. Peut-être cela pourrait amener ceux qui nous dirigent à comprendre que les choses doivent se passer autrement. Donc, nous ne parlons pas seulement aux juges, nous parlons aux juges, nous parlons au peuple, nous parlons également à la communauté des nations. Et je crois que c'est notre devoir aussi. Samuel Tidjorimot, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention au cours de cette audience, puisque nous sommes encore sur la forme avant de rentrer dans le fond? Est-ce que c'est la batterie d'avocats mobilisés par les partis politiques à l'occasion? Est-ce l'éloquence des intervenants ou le niveau des débats? Oh, j'allais dire comme tout ça à la fois, mais ça a été un très grand moment de la vie démocratique de notre pays où effectivement, de manière assez ouverte et à la face de tout le monde, de la face du monde du Cameroun, des Camerounais qui suivaient à ce moment-là, de voir qu'on peut développer un certain nombre d'arguments, les opposer les uns contre les autres et voir après qu'est-ce qui peut triompher. Parce que la démocratie, c'est l'art également de la contradiction. Si vous pensez que vous allez dans un aspect démocratique où il y a un seul parti politique, effectivement là, nous sommes dans une situation monolithique et ce n'est pas ce qui est souhaité. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait pris cette initiative-là, effectivement, de faire que cette audience-là soit une audience publique, de telle manière à ce que les Camerounais continuent à raffermir l'idée qu'ils ont de la vie démocratique. Sauf que le jeudi matin, on a eu un peu comme des frissons, en remarquant qu'à 10h, alors que le conseil allait démarrer, on n'a pas eu cette retransmission en direct. On s'est dit peut-être qu'à Yaoundé, on a changé d'avis. Oh, ça également, non, c'était anecdotique et effectivement, vous avez bien vu que le président du conseil constitutionnel s'est bien amusé parce que quand il disait effectivement qu'il parlait au président du conseil ou alors au conseil, aux membres du conseil, on voit très bien que c'est à la nation tout entière qui voulait s'adresser. C'est pour cette raison-là que Dieu soit tenu à s'assurer que son audience était bel et bien en train de passer. Non, il n'y avait pas, vous savez, ces choses-là, on le fait de très bon cœur parce que nous pensons effectivement que dans la vie comme celle-là, il n'y a rien à cacher. Et très souvent, c'est parce que vous avez commencé à fermer la boîte qu'on vous couvre de soupçons. Dans ce qui s'est passé, moi, effectivement, je crois que c'est l'objet du débat d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse effectivement revenir sur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués pour voir si effectivement on n'avait pas raison de le faire. Mais en ce qui me concerne, vraiment, j'ai eu beaucoup de satisfaction à suivre le débat, effectivement plein d'éloquence, mais également pour pouvoir également prouver que très souvent les choses que l'on raconte ici ou là peuvent être démontées aussi longtemps que les gens peuvent s'asseoir. Surtout dans cette contradiction. Absolument. Je ne veux pas diriger votre mais je voudrais également, pour sortir de là, il a dit tout à l'heure qu'il ne s'attendait pas à ce que le miracle se fasse au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas un faiseur de miracles. Non, c'est moi qui ai posé la question. Non, c'est lui qui a dit qu'il est... Moi, j'ai posé la question. Mais il a dit qu'il est parti au Conseil constitutionnel sans avoir à l'esprit que le Conseil constitutionnel ferait des miracles. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour faire des miracles, il est là pour dire du droit. De même que faire entendre la voix de la raison. Non, là également, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour faire entendre la voix de la raison, mais également pour dire du droit. Et en ce qui se concerne cette audience-là, je pense qu'effectivement que le droit a été fortement dit et fortement réaffirmé. Alors, mais je ne voulais pas diriger l'émission, mais il faut que, au cours de l'émission, on aura l'occasion de démontrer que le droit n'a pas été dit. Mais il faut également préciser que si on a suspendu l'émission le jeudi, ce sont les instructions qui sont parties de la présidence de la République. Ils ont eu du mal après la bourde qui a été commise par un des conseillers. Vous n'y étiez pas. J'ai vu les coups de fil et les coups de fil ont été passés devant nous qui étions là. Les coups de fil étaient passés devant nous pour pouvoir tancer ceux qui avaient osé le faire. En réalité, oser faire quoi? Oser demander que l'émission ne passe pas en direct. Non. Il faut que la vérité soit dite. C'est parti de la présidence de la République de notre pays. Et c'est fort dommageable. Et c'est fort dommageable parce que quand il dit que ce n'est pas une faveur qui nous est faite, les débats sont censés être publics.
Et quand les débats sont publics, ça veut dire qu'ils sont ouverts à tous. La salle en question ne peut pas contenir le peuple camerounais, qui est tenu en haleine, qui veut absolument savoir ce de quoi il en retourne. En pareille occurrence, les télévisions ne nous font pas une faveur que de diffuser les audiences en question. Il faut que cela soit su et que cela soit dit. C'est parti de la présidence de la République. Il ne voulait pas. Bon, vous avez dit la présidence. Mais sauf qu'à ce moment, peut-être il faut préciser que le président du Conseil constitutionnel a eu peut-être suffisamment les coudées franches pour justement permettre que cette séance recommence à être transmise en direct. Nous savons gré au président du Conseil constitutionnel d'avoir fait la démarche nécessaire. Nous lui savons gré de l'avoir fait, mais la vérité est là et elle est indiscutable. Ils ne voulaient pas que les choses se passent devant et au vu et au su de tous parce qu'ils avaient déjà eu un camouflet la veille. Donc ils se disaient qu'en continuant dans la même voie, il n'était pas impossible que ça aille dans tous les sens. Ce camouflet lié à quoi? À l'affaire des PV? À l'affaire des PV, naturellement. Okay. Et sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais Duval, alors, Duval, mais je souhaiterais quand même qu'on progresse pour qu'on arrive à cette histoire de camouflet, pour pouvoir vous dire, pour pouvoir démontrer qu'on n'avait rien à craindre là-dedans. Effectivement, il y a une maladresse qui a été commise. On reviendra sur la maladresse, mais également, argument contre argument, là également, vous allez voir qu'on n'avait rien à craindre au point d'empêcher. Nous qui suivons ces débats-là de la télé, on a vu effectivement qu'il y avait des difficultés de transmission. Je crois également que vous pouvez le confirmer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a lancé l'antenne, la transmission n'a pas été prise. Et je vous précise bien, pour les gens qui ont été là scotchés devant leur télévision, quand la communication est revenue, le président du Conseil constitutionnel s'est bien amusé en interpellant Yosua pour lui dire vous avez eu des inquiétudes à ce que l'audience ne va pas être retransmise. Nous vous confirmons que déjà a été retransmise. Et cela en s'amusant. Mais attendez, vous êtes dans quel monde là? Nous avons menacé de sortir de la salle. Nous avons menacé de sortir de la salle. Pour rien, parce que vous étiez surchauffé pour rien. Alors, mais il n'y avait pas ce genre de manœuvre. La langue de bois s'enseigne au RDPC. Bien. Wilfred Ekanga, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention au cours de cette audience-là? Peut-être en dehors de ce fait qui peut paraître anecdotique. C'est quoi? Le décor, la solennité? Le décor, la solennité sont des trivialités. Quand on est dans une situation comme celle dans laquelle le Cameroun se trouve, quand bien même la réunion se tiendrait sous un tronc d'arbre, le plus important est ce qui est dit et la façon dont cela est dit. Est-ce que c'est le droit qui a été dit ou alors est-ce qu'on a eu la preuve que le droit au Cameroun n'a pas de droit? On ne peut pas s'arrêter sur des images qui auraient retenu notre attention. Ce sont plutôt des séquences. Et puisqu'on parle du droit, et très souvent quand on parle du droit, on parle d'abord de la forme avant de rentrer dans le fond. Bon, si vous voulez qu'on parle de la forme, en tout cas il y a une symbolique très intéressante. Je crois que sur les thématiques que vous nous avez fait parvenir avant cette émission, vous avez évoqué la question de l'effigie du président de la République qui se trouvait derrière le président du Conseil constitutionnel. Évidemment, ce n'est pas Monsieur Clément Atangana qui est allé y accrocher la photo, mais ça matérialise un peu, ça donne un peu l'image qu'on observe dans la plupart des bureaux administratifs au Cameroun. On a l'impression que Paul Biya est une sorte de grand timonier. Pas seulement au Cameroun. On n'est pas dans... Justement, le grand timonier, c'est le surnom qu'on a donné à Mao Tse-tung en Chine. Il ne s'agit pas de faire des exclusivités. Mais pour qu'on avance, parce que la problématique, et à peine ça commence qu'on y est déjà, que j'ai avec les représentants du RDPC, c'est la difficulté que j'ai à mener un argument à bout. Dans cet état de droit que vous défendez avec une telle fierté, vous illustrez malheureusement ce que le RDPC fait. Alors, sur cette affaire d'effigie, par exemple, du président de la République, la photo du président de la République derrière le président du Conseil constitutionnel dans cette salle d'audience-là, pour vous, est-ce que c'est une image importante qu'il faut prendre au sérieux ou c'est tout simplement de la poudre de perlimpinpin? Il faut la prendre au sérieux en ce sens que ce n'est pas un rapport exclusif avec le Conseil constitutionnel. Je l'ai bien dit, comme dans des pays où le dirigeant historique fait figure de demi-urge, de demi-dieu, comme Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un en Corée du Nord, ou alors Mao Tse-tung, le fondateur de la République populaire de Chine, sur la place Tiananmen à Pékin. En fait, le Cameroun a aussi cette image-là où on a beau être dans une république, mais la représentation du président de la République qu'on retrouve à peu près partout dans les bureaux illustre d'une certaine façon l'inféodation, quand bien même on ne leur donnerait pas cet ordre, mais en tout cas la soumission idéologique qu'ont la plupart de nos administrants envers le président de la République. C'est pour ça qu'on arrive à interdire certaines manifestations, certaines conférences ici qui brillent par leur pacifisme et qui n'ont pas vraiment de motif d'interdiction. Donc on se réjouit, oui, de l'exception qui s'est passée au Palais des Congrès. Ça a surpris tout le monde parce que c'est un exotisme. Ce n'est pas comme si le Cameroun
brillait particulièrement par la transparence de ces débats et la promptitude des autorités à écouter. C'était une exception à une règle qui veut que quand, par exemple, dans l'exemple des marches qui sont organisées actuellement, elles ont beau être pacifiques, à vocation pacifique, mais la crainte du Camerounais moyen est de se faire tirer dessus. C'est pour ça que beaucoup de parents disent à leurs enfants, n'y va pas, tu risques ta vie et tout. Quand on a réussi à créer une sorte de psychose comme ça, on doit remettre cet état-là en question. Un état qui aurait prévalu sa capacité à l'écoute n'aurait pas entraîné la population dans cette sorte de psychose. Mais en tout cas, en guise d'introduction, c'est cela. Et donc, Amdia, est-ce que on ramasse rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet? Quel est le sentiment que vous avez eu en parcourant la presse cette semaine? Est-ce que cette presse-là, en tant que journaliste, vous a donné satisfaction dans la manière dont ce sujet d'actualité a été traité? Oui, je suis satisfait de la manière dont la presse a rendu compte des événements, a rendu compte des audiences publiques qui se sont déroulées au Conseil constitutionnel. Il faut souligner que ces audiences publiques ont été retransmises par les chaînes nationales de télévision. Et ça, c'est un plus, c'est nouveau. Il faut l'apprécier et féliciter ceux qui ont eu cette initiative-là, tout en regrettant ce qui s'est passé jeudi matin avec la retransmission tardive, parce que vraisemblablement, quelques turiférés du régime ont estimé qu'il ne fallait plus retransmettre en direct parce que la veille, il s'est déroulé quelque chose qui a fait très mal pendant que le collège des avocats du MRC dansait, n'est-ce pas, un des membres du corps constitutionnel sur l'affaire des PV, sur laquelle je crois on reviendra tout à l'heure. Donc, je dis, la presse a rendu compte, les médias privés comme les médias publics ont fait vraiment le déroulé. C'est-à-dire, ils ont rendu compte de ce qui s'est passé, ils ont mis l'accent, ils ont mis l'emphase sur les temps forts, notamment la prestation, et ça il faut le souligner ici, des avocats camerounais. On a le sentiment, à travers ce qui s'est passé, et même nous l'avons vu sur le terrain, dans les bars, dans les marchés, dans les lieux publics, les écoles, partout où nous sommes passés, dans les taxis, nous avons le sentiment que le barreau est constitué d'avocats talentueux, notamment les jeunes avocats. Et c'est l'occasion pour moi ici, il faut le dire, il faut féliciter la plupart des avocats qu'on a vu défiler, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. Et en dehors bien sûr, des bâtonniers, des anciens bâtonniers, je veux dire, Akere Mouna, on a vu Yondo Black, on a vu Francis Sama. Ce sont des bâtonniers qui étaient dans l'un comme l'autre camp. Certains étaient pour le MRC, l'autre, Francis Sama, c'était pour le SDF. Mais il y a surtout les jeunes avocats. On a pu apprécier le talent de Maître Michel Ndoki. On a pu apprécier le talent de Maître Sylvain Sro. Et ça, il faut le dire, parce qu'il est sur ce plateau, c'est pas parce qu'il est présent sur ce plateau. Il faut féliciter Maître Moustapha Ngwana, parce que sa prestation, il faut le dire, elle était solide. C'était du solide. Et la presse a rendu compte, ça je dis ce que la presse a dit, c'est pas parce qu'il est là. La presse a rendu compte de la prestation des jeunes avocats au Conseil constitutionnel. Et je voudrais également dire, la presse l'a également noté, au-delà de la manière cinglante, j'allais dire expéditive avec laquelle le Conseil constitutionnel, notamment le président Atangana, liquidait, j'allais dire, ça c'est une expression qui est mienne, liquidait les dossiers. La requête est recevable sur la forme, les moyens sont non fondés, en définitive. Oui, mais sauf qu'en dehors de la requête, par exemple, du parti Univers, oui, qui peut-être a vraiment été liquidé de façon rapide, parce qu'on a évoqué la notion du délai, qui n'a pas été respecté. Elle a été traitée dans les noms. Oui, mais il a pas été liquidé. Pendant 2 jours, quand même, on a écouté les avocats du MRC. Pendant 2 jours. On parlait d'expéditif. Oui. Donc, je disais que, en dehors de ça, la manière cinglante, expéditive avec laquelle il liquidait ces dossiers-là, et quand on a écouté auparavant le collège des avocats du MRC comme ceux du SDF, la réaction du Conseil constitutionnel, notamment de M. Clément Atangana, nous met dans une situation embarrassante. Tout se passe comme si tous ces avocats qui ont défilé, tous les arguments qu'ils ont invoqués, tous les moyens, les faits allégués, qu'ils ont pu démontrer parfois avec des éléments de preuve, qu'il a rejeté en bloc. Alors, nous donnons le sentiment que prenons un cas précis. La justice. Prenons un cas précis. C'est comme un déni de justice. On a vu dans un cas, notamment
au niveau du MRC, il s'est déclaré incompétent dans l'un des moyens invoqués. Et ça, c'est curieux. C'est tout à fait curieux. Alors, prenons un exemple, prenons un cas précis, celui qui, justement, selon la nouvelle expression, a emballé la salle, parce que lorsqu'on parcourt la nouvelle expression, le journal nous indique que les conseils de Camto recusaient les documents sur lesquels a travaillé la Commission nationale de recensement général de vote. Oui. Le journal a observé effectivement que la salle s'est emballée au moment où cette affaire de PV a été posée. Et beaucoup d'autres journaux, Le Messager et les autres, ont également insisté là-dessus. Je prends le Baromètre, entre autres. Maître Moustapha Ngouana, sur cette affaire de PV, de façon précise, il s'agit exactement de quoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi il y a eu ce mouvement à ce moment précis? Il faut que les Camerounais comprennent. Il faut que les Camerounais comprennent une chose, c'est que on ne peut pas se fonder sur des documents nuls, frapper de nullité absolue même, pour pouvoir prendre une décision. En réalité, si vous faites un rapport qui est assis sur un document nul, la nullité qui entache le rapport, la nullité qui entache le document nul irradie forcément sur le rapport en question. En l'occurrence, l'article 67 du Code électoral fait obligation aux partis de signer les procès-verbaux de la commission départementale de supervision. Il se passe que des espèces de fiches de présence ont été signées par les représentants de partis politiques. Maintenant, la partie la plus importante, qui est le procès-verbal, qui contient les résultats, était en réalité un tract qui était présenté. Nous l'avons dit au cours des débats. Si c'était une situation qui était nationale, c'était généralisé, nous aurions pu comprendre et dire qu'il s'agit d'une erreur commune. Et chez nous, les juristes ont dit l'erreur commune crée le droit. Mais il se passe que dans les zones à forte densité, c'est dans les zones à forte densité que le problème s'est le plus posé. Où vous voyez, on a fait signer les premières pages aux gens, mais maintenant les pages qui contiennent les informations ne sont pas du tout signées. Et je suis bien surpris, et on a en face de nous un expert comptable, il faut qu'il me dise. Si on lui présente un document qui est à moitié signé et qui contient obligations, parce que les documents ils contiennent des obligations, qui sécrètent des obligations à l'égard des uns et des autres, il est impossible que ce document-là puisse être utilisé. Les documents sont frappés de nullité. Même si par extraordinaire, vous n'avez pas dans le code un texte, une disposition qui vous dit que le document est frappé de nullité. Parce que nous avons plusieurs principes sur la nullité. On ne dit pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief. Mais il y a également ce que j'ai appelé la théorie des nullités virtuelles. Donc ça veut dire que même si aucune loi ne l'a prévu explicitement, vous ne pouvez pas fonder votre décision sur un document comme celui-là parce qu'il s'agit en réalité d'un tract. Et alors vous vous rendez compte donc avec cela que les officines du RDPC, parce que je l'ai dit et je le redis, il y a une coalition entre le RDPC, le MINAT et les CAM. Alors ils vont prendre les documents en question, quand vous allez signer les premières pages, ils vont traficoter ce qu'ils veulent, qu'ils présentent maintenant au peuple. Et c'est sur la foi de ces documents-là que la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel le sera finalement. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à la Commission nationale de recensement général, à la Commission nationale de recensement, on ne peut pas annuler les procès-verbaux. Donc elle n'a pas le pouvoir d'annulation. Le pouvoir d'annulation appartient à l'instance qui régule le contentieux de l'élection présidentielle, en l'occurrence le Conseil constitutionnel. L'article 40 de la loi de 2004 qui organise le Conseil constitutionnel dit clairement que le Conseil constitutionnel veille à la régularité du processus électoral. Mais l'article 132 du Code électoral est du même avis. Donc, lorsqu'il y a donc un élément du processus qui est irrégulier, élément qui, depuis fort, est fondamental quant au rendu de la décision du Conseil constitutionnel. En pareille occurrence, qu'est-ce qu'on a fait? On doit purement et simplement annuler, parce que ce qui se passe, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il s'agit quand même de 3 millions, de près de 3 millions et demi de voix qui sont contenues dans les tracts. Et vous savez que la signature a une valeur particulière, une valeur d'authentification, une valeur de certification. Or, ce document n'était pas signé. J'ai été bien surpris, et on ne peut plus, que le président du Conseil constitutionnel me demande si la loi a prévu un endroit où on devait signer. Même si elle n'a pas prévu, ça tombe sous le sens. Et que si par exemple on a signé, c'est la partie où il y a les chiffres qui est la plus importante. Ce n'est pas la littérature où on présente les uns les autres. Mais la question du président paraissait quand même sensée, puisqu'on parle de droit et il fallait s'appuyer sur les dispositions légales et un certain nombre de fonds de la décision. Ce que je vous dis est consubstantiellement légal. Un acte nul, les nullités, il y a des théories de nullité. Quand les juristes sont informés et qu'on sort, je suis sûr qu'ils ont rendu ces décisions sans en avoir la conviction. Le peuple, l'élection du peuple s'est déroulée dans un contexte on ne peut plus régulier. Le vote du peuple a été volé.
Et il ne faut pas qu'on nous amène à dire le contraire. Est-ce que vous avez compris cette polémique autour de cette affaire de PV? C'est vraiment une fausse polémique. Mais je voudrais d'abord faire une déclaration liminaire. L'organisation de cette audience-là et le fait qu'on l'ait rendue publique avait également une valeur didactique qui consistait à dire aux Camerounais, contrairement à ce que très souvent on vous a raconté en disant qu'il y a des tricheries par-ci ou par-là, vous pouvez vous-même suivre le processus tel qu'il a été déroulé, tel qu'on va vous le décliner pour que vous puissiez prendre de l'assurance pour les échéances futures. Quand on sort avec ce genre de messages négatifs, là, sur cet aspect-là, on peut tout simplement dire qu'on a foiré. Je voudrais tout simplement dire que je crois que vous lui avez donné à peu près 6 minutes pour son intervention. Je souhaiterais que vous m'accordez autant de temps pour qu'on soit au même niveau de communication. Non, c'est 3 minutes 45. Non, plus. Si, c'est moi qui fais le chrono. Alors, je voudrais vous dire de manière solennelle également que le système électoral camerounais est l'un des plus transparents au monde. Ils ont le droit de bondir, c'est de leur droit, mais c'est mon affirmation. Et cette affirmation, cette transparence est sur 2 piliers. Premier pilier, c'est l'une, effectivement, quand vous le déposez sur la table, il est tout à fait transparent, dont les accusations de bourrage que l'on relevait avant, à tort ou à raison, n'existent pratiquement plus. Mais le second pilier, le pilier le plus fort, c'est la présence dans les bureaux de vote des représentants des différents candidats, qui attestent de ce que le processus s'est mal déroulé dans une commission locale de vote qu'on appelle bureau de vote, ou alors il s'est très bien déroulé. Et ce qui cristallise la voix le vote des citoyens, c'est le PV. C'est le PV qui sort de la commission locale de vote. Et ce PV, c'est une feuille d'une page, une feuille unique, qui très souvent est pliée en 2 pour faire 4 pages. Je souhaiterais que vous me suivez bien le processus. Et on a un certain nombre d'informations que l'on renseigne dans ce PV-là, parmi lesquelles le vote, les suffrages tels qu'ils ont été exprimés en les répartissant par candidat. Et quelque part également, vous allez avoir des signatures des représentants des partis de vote, des partis impliqués dans le processus. Première chose, le problème de signature qu'il soulève, il pourrait être légitime, peut-être pas légal, mais légitime. En ce sens que lorsque vous avez 2 partenaires qui sont en contrat, l'un soupçonnant l'autre d'être capable de le duper, on prend des précautions d'usage en disant, si je m'engage sur la dernière page, il faut que mon engagement qui est contenu sur les autres pages ne puisse pas varier entre le moment où nous avons signé tous ensemble la dernière page et le moment où peut-être on aura un litige. On prend dans cette précaution d'usage. Elle n'est pas absolument écrite dans la loi. Et je peux le concéder, effectivement, quand il a dit que je suis en face d'un expert comptable, effectivement, très souvent, ces précautions-là, on les prend. Mais comprenez que lorsqu'on prend cette précaution, c'est parce que très souvent, on a des feuilles qui sont souvent volantes. C'est-à-dire que dans un contrat de 32 pages, ces 32 pages, vous savez, vous pouvez les détacher. Dans le cas de PV qui sort de la commission locale de vote, je vous ai dit que c'est une feuille unique que l'on plie en 2 pour faire 4 pages. Donc, le problème de suspicion qui pourrait survenir et contre lequel on veut se prémunir en visant n'existe pratiquement pas puisque la feuille est unique. Est-ce que jusque-là, nous sommes... Attends. On ne peut pas tripoter, on ne peut pas changer. Est-ce que vous dites? On ne peut pas changer le procès verbal. Mais attendez, non. Ne soulevez pas notre problème. Nous sommes sur les problèmes de visa. D'accord? Laissez-moi continuer. Une fois que ce PV-là, il est sorti de là, il est envoyé à une autre commission qui est la commission départementale. Ouais. Bien. Alors, la commission départementale s'appuie sur ces PV qui viennent des commissions locales et qui ne sont pas falsifiables, sauf peut-être effectivement parce qu'ils posent le problème à refaire toute la filière et prendre les 21 PV qui ont été disséminés entre les partis pour pouvoir les dire on les modifie. Et dans le cadre de ce vote, la personne qui aurait pris un risque pareil, vraiment, ça aurait été un risque suicidaire. Bien. On arrive à la commission départementale et la commission départementale utilise comme matière première ce PV-là pour rédiger des rapports. Voilà, et c'est ce genre de rapport, effectivement, qui sur 36 pages, 50 pages, en fonction de la capacité. Non, mais vous n'allez pas... Non, je n'ai pas terminé, je n'ai pas parlé de ce qu'il a parlé tout à l'heure. Si vous commencez à vous couper comme ça, on ne va pas se... Non, je tiens le chrono, allez-y. Bien. C'est ce PV-là, en fonction de la capacité directe des uns et des autres qui peuvent faire 50, 100 pages. Et je voudrais vous dire, là également, la loi dit tout simplement, il faut la signer. Bien.
le problème qu'il soulève de la signature des chiffres, c'est un faux problème. Parce que ce tableau-là qui fait ressortir des chiffres, c'est un tableau sur lequel est annexé le PV de la commission locale de vote, qui seul fait foi dans tout le processus. C'est-à-dire que lorsque vous voulez recuser, même lorsque vous voulez contester des chiffres, vous allez être renvoyé à ça, non pas à la synthèse. Et ce sont ces PV-là qui ont fait problème à Yaoundé. Et en ce qui me concerne, si vous voulez la transparence n'est pas assise sur les PV des commissions départementales. La transparence, elle est assise sur les PV sortis des bureaux de vote qui seul fait foi. Et la preuve, écoutez-moi bien, lorsque vous suivez le processus plus loin, tout à l'heure, il a dit la Commission nationale de renseignement ne peut même pas disqualifier. Oui, il est prévu à l'article 69 que la Commission nationale de vote peut faire des corrections. Et justement, quand il parlait de problème de comptabilité, ce document-là qui vient de la Commission départementale de vote est tout simplement un document comptable dont le rôle est de centraliser l'ensemble des informations qui sont contenues dans les PV qui viennent des commissions locales de vote. Et vous pouvez comprendre donc, à un moment donné, ça je ne le dis pas que c'est ce qui s'est passé, il peut arriver qu'il y ait une erreur qui soit glissée, une erreur d'addition, une erreur de transmission, une erreur de totalisation, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison-là qu'il est prévu effectivement qu'une fois qu'on a fait ça, tous les documents auxquels on annexe l'ensemble des documents qui viennent des commissions locales de vote, qu'on les envoie à la Commission nationale de renseignement de vote. Et le problème qu'ils ont soulevé, c'est un problème totalement inexistant. Premièrement, je vais vous dire une chose. Quand je vous ai dit que notre système est transparent, il faut que les gens puissent être là où l'élection se passe pour qu'ils puissent viser. Et c'est sur la base des observations qu'ils vont mettre sur le PV de la commission locale de vote qui peut amener une annulation possible. Okay. Il n'était pas là. Attendez. Non, vous n'avez pas parlé toute la journée aussi. Il n'était pas... Je vous rends la parole. Je voudrais que Maître Ngouana réagisse en 15 secondes sur le process. S'il est d'accord sur le process, on donne la parole à Wilfried Kanga et puis on revient à vous. Merci. Sur le process qu'il a décrit, est-ce que ça correspond exactement? Je crois qu'il parle de ce de quoi il parle de ce qu'il ne connaît pas. Ben ça, c'est de la mauvaise foi. Et je regrette que... Et je l'ai dit... C'est de la mauvaise foi. Je sais, vous êtes comptable, moi je suis juriste. Je suis expert comptable, monsieur Ngouana. Je suis expert comptable. Expert comptable, excusez-moi. Voilà, mais bon, moi je suis juriste. Vous comprenez? Et il n'est pas bon que les gens parlent de la loi quand ils sont inaptes à pouvoir en parler n'importe comment. J'ai fait beaucoup d'études de droit dans ma formation, vous pouvez vous renseigner. Qu'est-ce que vous racontez là? J'en suis fort aise. Bien sûr. Ok, merci. Ce que vous devez savoir, c'est que les procès-verbaux qui émanent de la commission locale sont transmis à la commission départementale. Oui. Alors, et la commission départementale également a un rapport qui est envoyé à la commission nationale. Et donc, ça dit qu'il y a une succession d'actes qui sont posés pour aboutir à la décision du Conseil constitutionnel. Alors, lorsqu'il y a une irrégularité quelque part dans le processus, l'irrégularité affecte l'ensemble du processus. Il ne faudrait pas que les gens essayent de nous dire le contraire. Donc, il s'est passé que les procès-verbaux peuvent être... Il faut qu'on le dise. Nous avons interpellé le Conseil constitutionnel qui jouit en vertu de l'article 107 de la possibilité de pouvoir faire des investigations. J'étais en avril devant le Conseil constitutionnel lorsque j'avais attaqué la liste du RDPC. Dans le cadre des élections sénatoriales. Oui. L'affaire a été renvoyée sur 3 ou 4 jours pour qu'on puisse faire des investigations. Lorsque l'intérêt supérieur à la nation est en jeu, qu'est-ce qui empêchait que nous puissions faire des investigations pour se rassurer de la sincérité des investigations sur quelle anomalie que vous avez relevée? Vous n'avez relevé aucune anomalie. Vous dites tout simplement que ce n'est pas signé. Non, il a revenu sur les élections sénatoriales. Je suis revenu maintenant. Il est sur les élections sénatoriales d'avril. Il prend appui sur les élections sénatoriales. On a fait des investigations. Maintenant, s'agissant des procès-verbaux en question, puisque les PV des commissions locales sont également transmis au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, les ayant avec lui, pouvait donc se rassurer de ce que les chiffres portés dans les rapports des commissions départementales sont conformes avec les PV des commissions locales. C'est son pouvoir. Le pouvoir d'investigation qui lui est donné, c'est la loi qui le dit, l'article 107. Je le dis de mémoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas usé de ce pouvoir-là? Pourquoi avons-nous le sentiment, lorsque nous devant le Conseil, que chaque fois que les questions nous sont posées, les questions, j'ai envie de dire, sont tendancieuses parce qu'elles protègent un candidat? Parce qu'elles protègent un candidat. J'ai été devant le Conseil. Quand on envisage les difficultés plutôt que les solutions, on va poser la question de savoir si je pouvais garantir que la crise anglophone devait être réglée en 20 ou 40 jours. Je lui ai répondu qu'on a modifié la constitution du Cameroun en 2008.
pour pouvoir permettre à un homme de C'est que la On est dans le sujet. Je souhaiterais quand même qu'on ait la clarté sur ce problème de PV là. Oui, il ne faut pas qu'on commence à divaguer. Alors, vous m'avez retiré la parole, je souhaiterais revenir pour conclure. Je ne divague pas, je ne divague pas. Et soyez respectueux. Soyez respectueux, sinon je vais être irrévérencieux aussi. Je le suis. Je vais être irrévérencieux aussi. Je crois qu'on Je le suis. Monsieur Ganga, sur cette affaire de PV, est-ce que vous comprenez où se trouve la pomme de discorde? C'est vrai que M. Samuel Motte présente les rapports des commissions départementales comme quelque chose à laquelle on a agrafé les PV particuliers de chaque commission locale. Ce n'est pas vrai, ils sont rapportés après sur les pages. Et il est évident que quand les pages ne sont pas signées, on a le droit de douter de la véracité de ces éléments, tant il est vrai qu'on appelle les scrutateurs partout. Justement, Notez, ils n'ont pas... Vous les avez bastonnés et mis hors de salle. C'est pas le cas. C'est pas le... C'est ce qu'il a dit. Mais là, il commence à Nous crier. n'avons pas les scrutateurs partout parce que vous nous avez empêché d'en avoir. Monsieur Kanga, je m'excuse, je voulais seulement ajouter. Oui, allez-y, monsieur Kanga. vous vous excusez à juste titre. Dans un pays, on a besoin de scrutateurs dans chaque localité pour déterminer... Représentant, pas scrutateur. Représentants, appelez-les Voilà. comme vous voulez. En tout cas, on a besoin... On a les scrutateurs dans les représentants, c'est deux personnes différentes. Appeler les mêmes surveillants, mais dans un pays, on a besoin, où chaque parti a besoin d'avoir des éléments qui s'assurent de la véracité des votes, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Parce que ce qu'on appelle les grands pays de ce monde arrivent à assurer des élections absolument équitables sans que chaque parti n'ait à envoyer ses snipers politiques pour aller surveiller le processus. C'est une sorte de mea culpa. C'est là où commence la démission, en fait. C'est une sorte de mea culpa, c'est une sorte d'aveu politique en disant... Autrement dit, ELECAM, organe dit indépendant, déjà mis en place, devrait être indépendant. Non, c'est pas le rôle de l'article 4. Présent. Supervise et gère le processus. Nous ne devrions pas être dans cette problématique-là où, pour qu'on soit certain de la véracité du bon déroulement des élections, il faut que chaque parti ait ses scrutateurs ou ses éléments. Parce que le parti le plus puissant va surfer sur le fait que les autres sont faibles et commettre en tout cas la bourde dont il n'a même pas conscience, de se réjouir que l'éducation politique de ce pays, étant le parti régnant, il est celui-là qui est chargé de garantir l'éducation politique de tous les citoyens. Il se réjouit plutôt, en plus du fait qu'on se réjouit que peu de gens sont allés s'inscrire, il se réjouit plutôt que les autres, comme si ce n'était pas le même pays, comme si on ne discutait pas du même Cameroun, que nous devons développer tous ensemble. Il se réjouit que les autres n'aient pas assez d'éléments qui peuvent aller surveiller. Et déjà, ça ne devrait pas poser un problème. Déjà, on devrait être sûr de l'impartialité totale. La suspicion ne devrait pas exister. Et maintenant, sur les PV, bon... dis donc, il est dans un autre monde, lui, hein, virtuel, vraiment. Appelez-les comme vous voulez, il y a la différence entre... Dans un système électoral, les partis ne se soupçonnent de rien du tout. La réalité que nous vivons, c'est soit vous la prenez comme elle est, comme nous la vivons, soit vous créez et vous me supplantez dans le virtuel et vous créez une seconde réalité dans votre tête qui n'a rien à voir avec la perception des Camerounais. Vous l'avez dit vous-même, on a créé une sorte d'ouverture, de transparence médiatique où la population devait y avoir la garantie que oui, tout se déroule selon les règles de l'art. Mais au sortir de l'émission, vous voyez bien le remous, le brouhaha populaire qu'il y a. C'est parce qu'il y a quelque chose... Parce que vous désinformez. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous désinformons tellement. Nous désinformons tellement. Arrêtez d'interrompre les gens, monsieur Mout. Et c'est systématique, je le dis encore, de toute façon, nos spectateurs, nos téléspectateurs le voient. En Mondovision, c'est systématique des représentants de ce parti qui se réclame républicain, à l'écoute et défenseur du droit. Sur cette question-là, Edmond Kangia, cette affaire du PV qui a emballé la salle d'audience, c'est la nouvelle expression qu'il a indiquée. En tout cas, il y a beaucoup d'autres journaux qui ont... en quoi est-ce que cela a été un élément important, un axe majeur de cette audience-là? Oui, l'affaire de PV a été un moment fort pendant ces audiences publiques, notamment lorsque le collège des avocats du MRC passait, notamment lorsque Michel Ndoki était face, n'est-ce pas, au conseil électoral. L'affaire de PV a pris toute une autre dimension et a donné lieu pratiquement d'abord à la suspension d'audience, on l'a renvoyé au lendemain, et puis par la suite, le soir du second jour pour le MRC, on a vu comment le collège des avocats du MRC a insisté pour qu'il y ait la confrontation, pour qu'il y ait la vérification de l'endroit où serait apposée la signature. Puisque tous les documents ne contenaient pas la signature au même endroit. Certains documents n'avaient même pas de signature. Lorsque le juge Sommet a pris la parole pour donner l'impression que Maître Michel Ndoki, la veille, aurait raconté des histoires, en laissant penser que ce qu'il présente, c'est le vrai PV.
ce qu'elle a affiché la veille n'était pas le PV. Oui, on a le professeur Alain Fougué, qui était membre de cette commission-là. Tout à fait, il a dit on va vérifier. Choisissez même les personnes dans la salle qui est vérification. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. L'affaire a été renvoyée en délibéré. Alors donc finalement, en vidant le délibéré, le Conseil constitutionnel n'a nullement fait allusion au fameux PV. C'est pour cela qu'à un moment donné, je me demande s'il n'y a pas eu déni de justice. Mais passons. Il y a eu pendant les débats un moment que j'ai trouvé dangereux pour la démocratie camerounaise. Et en passant, je dois dire que ces audiences publiques avaient un arrière-goût de procès de la démocratie, mais surtout un arrière-goût de conférence nationale que les leaders de l'opposition attendaient depuis les années 90. Parce que beaucoup de choses ont été dites avec véhémence, beaucoup de choses ont été dites qui étaient fondées et légitimes. À un moment donné même, on a vu une dame dans la salle, une citoyenne, se lever, qui était étudiant à l'université à l'époque, qui avait été torturée, qui a voulu prendre la parole. Bon, ça a créé un incident. Mais c'est pour vous dire quoi? Je vais revenir sur un fait précis pendant les débats. Le directeur général adjoint Deleka a pris la parole. Il s'est contredit de bout en bout, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est lorsqu'il dit que les représentants des partis politiques au bureau de vote sont des huissiers. C'est les huissiers de leur candidat. Sont les huissiers de leur candidat. En quoi ça te fait bondir ça? Moi, non, je fais une observation. Oh, quand même. Non, je dis je fais une observation. Ils sont les représentants de leur candidat. Ils ne sont pas des huissiers. Les huissiers, c'est un métier pour lequel les avocats, notamment du MRCP, quand on dit j'ai transformé le pénalty, je vais vous laisser parler, M. Motte. Quand on dit j'ai transformé le pénalty, c'est... Soyez poli, voilà. M. Motte. Allez-y. Finissez. Et la décence d'écouter. Je suis très poli. Vous avez pratiquement... Allez-y. Non, le problème c'est que... Non, nous avons un problème de... Nous avons un... laisser la parole. Tu vas donner lui la parole. De plus, vous êtes trois, donc je peux me permettre... Le Cameroun qui est en jeu. Soyons polis. C'est parce que le Cameroun... C'est parce que c'est le Cameroun... Nous faisons le point sur les audiences publiques. C'est le Conseil constitutionnel. Edmond, ne divertis pas Edmond. Edmond, s'il vous plaît. Alors, deux choses pour qu'on continue le débat. On boucle la discussion sur les procès-verbaux et on revient maintenant sur cet élément-là, comme on va revenir sur tous les autres éléments. Donc, on boucle. Je donne la parole à deux personnes pour sortir cette affaire. Dieu Samuel Motte, vous prenez la parole sur cette affaire de PV, et puis Maître Ngwana, et puis on sort de là. Et je veux poser une question précise. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Samuel Dieu Motte, que sur cette question de PV, qui a emballé la salle, j'aime bien l'expression utilisée par la nouvelle expression, et qui a retenu l'attention de l'opinion, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour le Conseil constitutionnel au moment de rendre son arrêt, par exemple, je ne suis pas juriste, si je me trompe, arrêtez-moi, de faire par exemple des recommandations qui permettraient de, je ne sais pas, de peaufiner ou de corriger le code électoral ou la loi électorale de façon globale pour que la prochaine fois qu'on ne se retrouve pas dans la situation semblable. Si vous me posez cette question, Duval, c'est parce que vous-même, vous avez voulu comprendre à travers cet élément-là ce que vous avez voulu comprendre. Pour une histoire assez importante qui a retenu l'attention de tout le monde, j'aurais souhaité que vous donniez suffisamment du temps pour qu'on éclaircisse un certain nombre de choses. Allez-y. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire quand vous me décomptez du temps. Je dois effectivement avoir suffisamment de temps pour pouvoir vous expliquer. Mais il y a d'autres aspects aussi. Non, il n'y a pas que d'autres aspects. Ce problème-là, il est important parce que, premièrement, on estime qu'on a salué la République. Maître Ndoki, en sortant, ce papier-là, dans ce désordre-là que vous avez vu, a salué la République. Et j'insiste non, c'est le magistrat qui a sorti les PV, qui a été récupéré par le candidat de GMRC. Vous me coupez aussi. Vous êtes quatre, mais vous me coupez tout de même. Non, je suis le modérateur, je coupe qui je veux. Je suis le modérateur, je coupe qui je veux. Allez-y, je vous donne la parole. Allez-y, vous avez la parole. Sortir ce papier-là de cette façon dans laquelle ils ont été sortis, c'était pour désinformer. Et effectivement, il y a une maladresse, je reconnais qu'il y a une maladresse le deuxième jour, quand ces papiers-là sont sortis, parce que la seule bouée d'oxygène que le MRC avait, c'était de crier sur la non-signature des pages, non-signature qui n'est ni légale. Attendez, non, mais je vais vous expliquer. Premièrement, Duval, lorsqu'il y a une anomalie dans un PV qui émane de la commission départementale,
la situation n'est pas perdue parce qu'on peut se référer au PV de la commission locale de vote. Oui, vous l'avez dit, vous avez cité un article. J'insiste sur le fait également que l'article 69 autorise de corriger des anomalies qui peuvent découler de la synthèse de la commission départementale de vote. Oui. Et si nous sommes dans un procès où on ne veut pas seulement faire son show, je suis auditeur, je sais très souvent comment je formule mes anomalies. D'accord? Il y a une première impression sur la première analyse d'anomalie que je détecte, je demande à voir un peu plus loin. J'ai une anomalie dans un PV de la commission départementale. Avant de dire au crier au hold-up, je m'assure que c'est conforme ou c'est non conforme par rapport au PV de la commission locale de vote qui ne peut pas être altéré, ne peut pas être changé parce qu'il a été signé par 21 personnes. Il y a 21 PV qui sont en circulation. Première remarque. Deuxième remarque, je confirme, et contrairement à ce que j'entends ici ou là, dans un bureau de vote, on doit être en éveil. Le parti RDPC est en éveil, c'est pour ça qu'il envoie ses représentants. Les partis d'opposition doivent être en éveil parce que, quoi que vous disiez, on finit toujours par se soupçonner quelque part. Et donc, notre pilier de la transparence du système est assis sur celui-là. Bien, premièrement, ils n'ont pas les PV. Et je reviens sur ce problème de PV local sur un autre aspect. Ils n'ont pas les PV de commission locale. Très bien. Nous avons 58 départements. Et c'est dans 58 départements qu'on centralise les PV des commissions locales de vote. Oui. De vote. Pourquoi est-ce que le MRC en est réduit à venir au Conseil constitutionnel pour demander les PV qu'il est censé avoir? Puisque lorsqu'on fait la centralisation au niveau départemental, ils sont censés être là. Et effectivement, de cette centralisation-là se faisant au vu et au su de tout le monde, s'il y a une erreur à ce moment-là, c'est sens tenant qu'on demande la correction. On ne demande pas à arriver dans une audience publique pour commencer à donner des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je vous confirme, une synthèse, rien n'oblige que la synthèse puisse être signée. Et même s'il y a une altération par la suite, et personne ne pourra altérer parce que les PV des commissions locales font foi, il n'y a pas de raison. Le problème, effectivement, que nous avons regretté le jour d'après, le deuxième jour de l'audience, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a commencé à expliquer le processus, et contrairement à ce qu'ils disent, ils ont retenu ce qu'ils ont voulu retenir, ils avaient tous le nez pointé au sol. Et puis, suivant cet incident-là à 18h, effectivement, il revient avec une sorte triomphant. Pour conclure, le processus, l'audience, on l'a rendu public, et j'espère être dans le vrai, pour pouvoir montrer aux Camerounais que contrairement à ce qu'on vous dit, il n'y a pas de tricherie à tous les étages. Okay. Ayez confiance à votre système électoral et ça ira mieux pour tout le monde. Il parle de psychose, c'est écrit que la psychose. La première psychose en disant de toutes les façons, quoi que vous fassiez, ils tricheront. Bon des gars, le lendemain, allez demander aux gens de s'inscrire dans les listes électorales. Ils vont vous dire, mais vous avez dit qu'on triche, pourquoi on ne tricherait pas la prochaine fois? Non, notre démarche était de dire effectivement, en expliquant pas à pas, on va réussir à convaincre les Camerounais que le système est transparent. Et si les gens ne sont pas capables de faire leur part de responsabilité, je suis désolé, ce n'est pas les autres qui le feront pour eux. Bien, Maître Moustapha Ngouana, je m'appuie sur... je prends cet article de Le Jour qui observe que l'audience du mardi a été suspendue dans la confusion. Vers 22h, oui. Le magistrat Émile Sombet et les avocats du Maurice Kamto se taxant mutuellement de mensonges. À l'origine de cette confusion, on a frôlé un incident parce qu'on a entendu le président du tribunal estimer que si Maître Sim insistait, le président du conseil insistait en indiquant à Maître Sim que s'il persistait, eh bien, il devait faire, ça devait être un jugement avant de dire droit. Voilà. Bref, je reviens sur la question pour dire, est-ce qu'il n'y a pas comme un goût d'inachevé dans le traitement de cette question précise? Et puis, est-ce que le conseil n'aurait pas mieux fait? Enfin, je ne sais pas, quelles leçons on tire sur cette affaire pour que demain, on ne se retrouve pas dans d'autres contentieux avec des situations semblables? Je suis sûr que le conseil, forcément, à l'avenir, ou bien je veux dire, il est comme à l'avenir, s'arrangera, c'est que même quand il faut faire du pâturage, que tous les pages soient signés. Voilà. Salut la psychose. Je vais vous dire une chose. Malheureusement, sur cette question-là, le Conseil constitutionnel, qui est quand même une instance exceptionnelle, n'a pas rendu une décision qui est celle qu'on aurait dû attendre,
qui est celle qu'on aurait dû attendre d'elle. Quelle est la valeur de la signature? On ne signe pas pour le plaisir de signer. Quand M. Mout parle de la présence au niveau des commissions départementales de supervision, on ne vous a pas dit que les représentants des partis politiques n'étaient pas là. Mais les pages qu'ils ont signées ne sont pas les pages qui contiennent les résultats. Je vous ai dit par exemple que c'est que vous ne savez pas, par exemple, il y a les présidents des commissions qui vous refusent les rapports. Dans le ND, par exemple, un exemple, il a fui avec le procès, il a fui avec le rapport. Qu'est-ce qui établit que ce que nous avons reçu est le bon? Alors donc, quand vous avez des difficultés comme celle-là, et vous vous rendez compte de ce qu'ils disent, ce qui est bien grave, il est quand même censé être neutre. Il est quand même censé être impartial. L'administration également. Alors donc, lorsqu'ils sont dans le jeu, en réalité, ils doivent pouvoir garantir la sincérité de l'élection. Dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Le ministère de l'Intérieur organise. Et il organise sous le regard abusé, je vous en prie. Sous le regard je ne vous ai pas coupé, monsieur Maud. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Maud. Je ne vous ai pas interrompu. Non, il ne vous a pas interrompu. Je peux alimenter. Non, il ne vous a pas interrompu. Il vous a laissé parler. Donc, monsieur Moté au bord de l'apoplexie. Moi, je le comprends parce que je le comprends parce qu'ils ont. Je vous en prie. Je le comprends parce qu'ils sont. Merci. Je le prends pour moi. Ils sont constitutionnellement en difficulté. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse venir travestir la réalité. La réalité est que les procès-verbaux que nous avons eus ne garantissaient pas la sincérité, la transparence qui doit être celle d'un processus électoral. Et ils le savent pertinemment. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on appelle à la paix, on appelle à tout, et je ne sais pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont merdé à plein tube. Passez-moi l'expression. Pourquoi on ne veut pas écouter les gens? Non, il ne vous a pas interrompu. Allez-y, maître. Finissez. Donc pour dire quoi au final? Pour dire que malheureusement, le processus, et c'est à ce niveau-là où j'ai bien regretté, parce qu'il y a deux motivations qui étaient données, par exemple le rejet de notre recours. Le premier nous a dit que le premier moyen était infondé. Pour les 5 autres moyens, on nous a laissé entendre que les irrégularités n'étaient pas susceptibles de changer le résultat de l'élection. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, parce que les gens n'ont pas perçu, le Conseil constitutionnel, le recours que nous avons engagé, nous, SDF, a reconnu quand même qu'il y a des irrégularités. Absolument. Mais que les dites irrégularités n'étaient pas susceptibles de modifier le résultat de l'élection. Mais je suis d'un avis constitutionnellement contraire. 1 million d'anglophones, 3 600 000 de personnes sur les PV qui sont en réalité des tracts. On dit que ça peut modifier le résultat d'une élection. Vous trouvez que je suis bien navré. Je suis bien navré que les gens puissent venir soutenir ça sur les plateaux de télévision. Mais sachez-le, il est toujours en train de vouloir couper, mais vous n'allez pas me décontenancer. Donc sachez-le, monsieur Mout, les procès-verbaux en question et les rapports, si vous dites qu'ils étaient agrafés, ce n'est pas vrai. Les procès-verbaux ne sont pas agrafés au rapport. Les procès-verbaux sont transmis au Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas usé des pouvoirs qui sont les siens. Et même dans le recours que nous avons rédigé au SDF, même dans les plaidoiries que nous avons faites, nous avons demandé au Conseil d'user ses pouvoirs. Comment pouvez-vous expliquer que vous puissiez faire une demande comme celle-là, qui est dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais, et que les gens refusent de pouvoir user les pouvoirs qui sont les leurs, pouvoirs qu'ils ont antérieurement usés? C'est pourquoi je voulais parler du cas des sénateurs. Ils ont usé de ce pouvoir-là pour pouvoir vérifier la sincérité de nos déclarations. Au terme, ils nous ont déboutés. Mais ils auraient pu faire la même chose et nous débouter. À ce moment-là, nous aurions eu le sentiment que la justice s'était rendue. Ok. Si vous voulez faire une observation, vraiment 15 secondes et puis je donne la parole. Je voudrais vraiment 15 secondes. Oui. 15 secondes. Je suis d'avis avec lui que lorsqu'il y a une anomalie dans un PV de la commission départementale, que l'on puisse demander au Conseil constitutionnel d'aller regarder plus loin pour savoir confirmer ou infirmer l'anomalie. Dans le cas d'espèce, il ne s'agissait absolument pas d'anomalie. Il s'agissait très souvent de points de forme qui portaient atteinte à la sécurité des documents et qui consistaient à dire que ce n'est pas signé. Mais ils n'ont pas dit quelque part, nous pensons que artificiellement, dans tel département, le PV émanant de tel département contient des informations qui puissent nous permettre de penser qu'on a gonflé, par exemple, le vote en faveur d'un candidat. Okay. À ce moment-là, on aurait vérifié. Mais si ça arrêtait uniquement sur des problèmes de signature, ce n'est pas une anomalie qui demande vérification supplémentaire. Okay. Je vous en prie, c'est une question, il faut savoir, c'est une question substantielle. Yeah. Nous disons en droit, la forme n'est rien, mais rien n'est sans la forme. Okay. Vous ne pouvez pas me donner un chèque qui n'est pas signé et je vais le faire encaisser. Ce n'est pas possible. Okay. On est dans une hypothèse similaire, monsieur Maud. Et vous êtes comptable, vous manipulez les chiffres. Je suis expert comptable. Vous manipulez les chiffres. D'accord. Un expert comptable est un comptable.
Je suis expert comptable. Non, on ne va pas faire ce débat ici, s'il vous plaît. On ne va pas faire ce débat ici, s'il vous plaît. Wilfried Ekanga, je suis expert comptable. est-ce que vous avez eu le sentiment... juriste. Est-ce que... S'il vous plaît. Alors, Wilfried... Quel parallèle. Wilfried Ekanga, est-ce que vous avez eu le sentiment, au cours de ces audiences, que c'était le procès de la démocratie camerounaise qui se faisait? En espérant que cette fois-ci, je puisse terminer un argumentaire que j'ai commencé. Parce que si dans cette République qui se veut un état de droit, on est dérangé, enquiquiné par la stratégie d'étouffement et de diversion, c'est que le microcosme de ce plateau représente la macro-échelle de ce qui se passe dans notre pays. Monsieur Samuel Motte a dit que Maître Ndoki a sali la démocratie, en quelque sorte, avec les papiers qu'elle a sortis. C'est déjà bien de reconnaître que sortir ces papiers-là, c'était salir quelque chose, parce que celui qui l'a sorti, ce n'était pas Maître Ndoki, c'était Monsieur Essombe du Conseil constitutionnel. Vous avez dit aussi que l'audience a été publique pour montrer aux Camerounais qu'il n'y a pas de tripatouillage à tous les étages. C'est aussi bien de reconnaître qu'à certains étages, il y a tripatouillage. Et il y a cet effet. Le MRC ne s'est pas reposé sur ce qui s'est passé à la fin et pour banaliser comme incident. Notamment, on s'est appesanti sur le fait que la loi, par ceux-là qui sont censés la faire respecter, ne l'est pas vraiment, parce qu'au sein du fameux Conseil constitutionnel, il y avait des éléments multifonctionnels, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, autre que leur fonction de conseiller, et il y avait des gens qui étaient en tout cas partie intégrante du parti au pouvoir du RDP, ces choses qu'ils sont allés retirer, notamment sur le site du parti, pendant que l'audience se tenait. Ce n'est pas très fair-play, c'est flou. Oui, on a effectivement remarqué, je crois que certains journaux l'ont relevé, que pendant la plaidoirie de Maître Sop, lorsqu'il indiquait qu'il y avait des membres du Conseil qui étaient en même temps militants, et c'est le même cadre de cette formation politique, il a pris notamment le cas d'Emmanuel Le Bondé, oui. Je crois qu'il y a eu un deuxième cas, c'est le cas de Baskouda, oui. Qui sont membres... Bon, je vais vous laisser entre vous. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je voulais juste préciser que effectivement là on a pu remarquer, et c'est les journaux qui l'ont évoqué, que pendant qu'il le faisait, eh bien il y a eu des gens sont allés sur le repetissement retirer ces informations sur le site. Je comprends la difficulté de Monsieur Mode à supporter ce qui est dit à l'endroit du parti qu'il représente, parce qu'il pense que le calme que nous avons affiché, le confort que nous l'avons laissé avoir lorsqu'il débitait à très haute échelle ses arguments était le gage, en tout cas la signature, même s'ils n'en ont pas, sur les PV, était la signature que ce qu'ils disaient faisait foi. Il n'en est rien du tout. Le procès de la démocratie, est-ce que c'était la matérialisation de la démocratie? Vous avez posé une question au départ qui contenait en quelque sorte la réponse quand vous dites est-ce que de toute façon c'était couru d'avance? La question elle est revenue plusieurs fois. Pourquoi dans la mentalité collective on a cette impression que c'est couru d'avance? Parce que notamment les éléments dont on parle là, ces violations de loi là, par ceux qui sont censés tenir cette loi, bon vous avez dit que vous allez la justifier, vous avez la justification à tout, en tout cas le peuple a vu et le peuple n'a pas la réponse à cette question qui pourtant paraît simple à répondre. Pourquoi est-ce que les avocats n'ont pas eu la possibilité d'entrer et d'essayer de questionner et encore pourquoi on apporte ce démenti, notamment sur Émile Essombe et notamment sur le fait que certaines entités du Conseil constitutionnel soient membres. Justement, ces éléments-là font que le soupçon de partialité se veut encore plus grand, outre les éléments qu'on a encore sur le problème de la signature de ces fameux PV. Le flou de la loi à ce sujet, certes, elle ne dit pas il faut signer tous les papiers, mais elle ne l'interdit pas non plus. Et à côté du droit positif, du droit légal, il y a ce qu'on appelle le droit naturel qui confère à la légitimité de quelque chose. La raison nous impose pour qu'un élément soit authentifié quand même, pour éviter justement ces soupçons, pour rassurer la population que tout a été fait comme cela devrait être fait. Ça ne coûte rien, une signature. Le fait de ne pas le faire, le fait de tricher quand on est certain d'avoir gagné est un paradoxe en soi. La question se pose pourquoi est-ce qu'on a recours à des mécanismes comme cela. Sur la forme, c'était une sorte de démocratie, mais elle n'a pas été le fait du parti au pouvoir, pas du tout. C'est les stratégies communicationnelles, notamment du MRC au tout début, au lendemain des élections, qui a conduit à justement... Mais là encore, la démocratie ne se fait pas à un parti. Hein. Si vous avez votre apport, effectivement, qui est salutaire, oui, on saluera. On a un apport, et justement, les apports sont... Toujours en train d'interrompre. Mais ouais. Et c'est justement le seul apport, malheureusement, la répression que le parti au pouvoir a eu, parce que
Les partis d'opposition, je l'ai prise de manière globale, que ce soit la jeunesse indépendante avec Franklin Gifo et Espoir Matomba, que ce soit l'incitation à aller s'inscrire, que ce soit le goût redonné à la jeunesse pour la chose politique, tout a été le fait des partis d'opposition. Le RDPC a défendu son statu quo. Il n'aura certainement pas fait appel à cette grande audience ouverte si l'opposition n'avait pas autant bousculé. Les jeux étant courus d'avance, évidemment, c'était facile de dire on appelle quand même la discussion vu qu'il n'y a pas de police des polices. Le président du Conseil constitutionnel peut dire à la fin, comme il a fait d'ailleurs, quelle que soit la solidité de votre argument, selon son humeur, il dit il est irrecevable. On ne peut pas, lorsque la loi demande à ce qu'un membre du Conseil constitutionnel ne fasse pas partie d'un parti politique, on ne peut pas comme ça, de manière péremptoire, à la fin dire la requête est quand même irrecevable. Quand il n'y a pas d'appareil pour sanctionner celui qui sanctionne, ça donne lieu à n'importe quoi que nous avons. Mais en même temps, on se serait retrouvé dans une sorte d'impasse, hein. Non, mais il le faut. En fait, il y avait une sorte de mécanisme dans les royaumes africains à un moment donné où le roi était soumis à un moment donné aussi à un jugement. Oui. S'il était jugé positif, il continuait à régner et à dominer ses sujets. Mais pour ce jour-là, il était inféodé à ses sujets. Personne ne soit justement au-dessus de cette loi-là. Mais si le représentant de la loi devient lui-même la loi à laquelle il n'est pas soumis, il y a problème parce que personne ne peut répondre à la question sur la base de quoi, M. Clément Atangana dit à la fin, c'est irrecevable sur la forme et pas sur le fond. C'est irrecevable, c'est irrecevable. Ça veut dire tout ce qu'on fait ne sert à rien. Il y a une question technique. Il y a une question technique à laquelle 10 secondes avant une question technique à laquelle il faut répondre. Le Conseil, de mon point de vue, au regard de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fixe les règles du procès équitable, pouvait être amené à pouvoir administrer la question relative à la récusation de ses membres. C'est l'instance suprême. Et elle ne peut pas, même le Code civil nous le dit, à peine de déni de justice, elle ne peut pas refuser de se prononcer parce qu'il y aurait obscurité de la loi. Vous comprenez? Donc, le Conseil pouvait, et avec cette latitude-là, j'ai cité le texte international, parce que lorsque les juges se prononcent, on vous dit qu'il faut qu'ils soient impartiaux. Le texte, j'ai cité l'article 14 et 7 que j'ai cité, vous dites qu'il faut qu'ils soient impartiaux. Alors, donc, lorsqu'on a le sentiment de ce qu'il n'y a pas de juges, on n'a pas eu affaire à des juges impartiaux, des juges qui sont militants de partis politiques et consorts. Vous comprenez donc la fébrilité qui peut être celle des uns et des autres. Mais le Conseil avait la responsabilité historique de pouvoir se prononcer sur la question. Donc l'irrecevabilité qui a été faite, c'est bien que c'est le MSC qui a présenté cette requête, mais je me dois en tant que juriste de dire que c'était possible que, en matière d'arbitrage, on appelle ça la compétence. Un arbitre, par exemple, qui est saisi d'une question, peut d'abord juger de sa compétence avant éventuellement de pouvoir entrer dans le fond du litige. Et maintenant, le Conseil constitutionnel, qui est l'instance suprême, personne ne peut le faire en dehors d'elle. Donc elle pouvait administrer la question de la récusation. Donc sur ce point-là, je soutiens sur le plan juridique les demandes qui étaient présentées par le MSC. Je vais citer deux textes que les gens peuvent vérifier. L'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Très bien. Edouard Kamga, sur cette question-là, vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre d'incidents qui, peut-être de votre point de vue, peuvent être considérés comme des éléments à mettre sur le compte de ce qu'on a considéré cette semaine comme le procès de la démocratie camerounaise. Oui, tout à fait. Mais je vais quand même dire un mot sur la récusation, sur la requête du MRC relative à la récusation des juges. Je confirme ce que vient de dire Maître Moustapha Ngwana, que effectivement, les juges du Conseil constitutionnel ont la compétence de leur propre compétence. Ils ont donné l'impression, enfin, ils ont dit que Maurice Kamto, le MRC, n'avait pas qualité pour les récuser. Ils ont dit qu'eux-mêmes pouvaient s'auto-récuser à un certain quorum. Ou alors la personnalité qui les a désignés, c'est-à-dire le président Paul Biya. Mais je pense que... Disposition légale. Ils avaient, sur la base justement des articles qui ont été cités tantôt, du Pacte international des droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l'homme, ils pouvaient exercer vraiment la compétence de leur compétence. Ça, là, c'est dans le cas où ils sont honnêtes vis-à-vis du droit, honnêtes vis-à-vis de leur fonction, et responsables. Parce que là, ils avaient la possibilité, et ils avaient des preuves d'ailleurs, de récuser certains de leurs membres. Mais puisqu'ils sont solidaires, les membres du Conseil constitutionnel, donc dans cette solidarité, puisque la plupart d'entre eux, ou certains d'entre eux, restent militants du RDPC, certains n'ont pas respecté le principe d'incompatibilité, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle la langue de bois. Or, c'était une opportunité unique, parce qu'il n'y a aucune
institution au-dessus du Conseil constitutionnel. Il n'y a que le Conseil constitutionnel pour dire le droit, pour même créer le droit, pour qu'il y ait une jurisprudence pour les affaires futures. En ce qui concerne les questions de récusation, ils ne l'ont pas fait. C'était important de le souligner, parce que là, ils ont raté une opportunité historique de dire le droit. Et ils ont fait, dans la langue de bois, c'est un déni de justice. Est-ce que ce n'est pas en prenant en compte cet aspect-là, de l'impossibilité ou de l'incapacité du Conseil à se recuser justement, qu'on a eu le sentiment au finish que le Conseil du MRC et son candidat se sont plutôt déployés sur le terrain politique? Le baromètre, le journal indiquait que finalement ce prétoire a été transformé en un lieu de meeting politique. Oui, quand on parle de procès de la démocratie, c'est parce qu'il y a les droits de l'homme et il y a également les droits politiques. Mais en réalité, fondamentalement, l'élément clé, n'est-ce pas, de la requête du MRC sur la récusation, il y avait la suspicion légitime. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, lorsque vous avez vu comment les avocats de l'opposition, et notamment du MRC et du SDF, se sont battus avec les arguments qu'ils avaient entre leurs mains pour démontrer, n'est-ce pas, à travers les moyens allégués, que justement, il fallait parvenir à ce que chacun d'eux ont sollicité. L'un, pour le MRC, l'annulation partielle des opérations électorales dans certaines régions, et pour le SDF, l'annulation totale des opérations électorales. Donc, je reste sur la suspicion légitime, parce que la manière dont les requêtes, à la fin, le Conseil constitutionnel les a décidées, on voit que la suspicion légitime était fondée. Il y avait suspicion légitime. Ça dit que les décisions qui sont prises à la fin justifient finalement qu'il y avait suspicion légitime sur les membres du Conseil constitutionnel. Et là, c'est regrettable. Là, on n'a pas fait œuvre utile. Parce qu'on a été regardé, non seulement au niveau de la communauté nationale, mais internationale. Il y a des juristes à travers le monde qui ont suivi de bout en bout ce qui s'est passé. Et je crains fort, et là je vais terminer par là, c'est que l'engouement qui est né de cette élection présidentielle, la jeunesse, notamment ceux qui n'étaient pas inscrits, qui sont allés s'inscrire, les grands meetings qu'on n'avait plus vus depuis 1992, cette envie de faire la politique. Et aujourd'hui, au-delà de cette envie pour les jeunes qui viennent d'avoir 20 ans ou qui auront 20 ans l'année prochaine, d'aller s'inscrire massivement, je dis ce que je crains. L'engouement là risque de tomber. L'engouement là risque de tomber parce que... De votre fait. Non, pas de notre fait. Je ne suis pas militant de parti. Je ne suis pas. Bon, en tout cas, non, je suis un analyste politique. Et j'observe et je crains fort que cet engouement là risque de tomber et que, nonobstant le fait qu'on ait eu déjà, il faut le dire, une forte abstention, parce qu'on a des chiffres. Nous ne sommes pas en droit de les donner ici, mais il y a eu une forte abstention. Et il y avait la possibilité qu'il y ait moins d'abstention pour les élections futures. Mais la façon dont les requêtes SDF et du MRC ont été rejetés. Et au vu de ce qui va se passer lundi, on va commencer les résultats demain montre que pour voir si effectivement les élections à venir, le Conseil constitutionnel risque de ne pas être ce qu'on attendait. Parce que le Conseil constitutionnel a sa première attribution, c'est de veiller à la régularité de l'élection présidentielle. Dans la régularité, c'est de s'assurer de bout en bout que l'élection a été véritablement bien organisé par Elec. On n'a pas le sentiment que cela mais nous avons, malheureusement, et je dois le dire pour conforter le collège des avocats du SDF comme du MRC, qui a eu pratiquement, dans les faits et dans les audiences publiques, tout le monde l'a relevé, une coalition forte, puissante entre le RDPC, l'administration et Elecam. Et c'est dommage pour la démocratie. Est-ce que vous avez le sentiment que cette audience a servi de tribune pour les hommes politiques? Vous avez écouté. Mais exactement, encore qu'elle sert de tribune, si elle sert de tribune pour booster la démocratie, on a tout à gagner là-dedans. Mais je dis tout simplement, il fait le même pari que lui, que compte tenu des thèses qu'on a développées, qu'on continue à développer sur ce plateau, le revers, ce sera l'effet pervers, ce sera effectivement que cet engouement-là qu'on a vu à travers les meetings, à travers effectivement le temps que nous avons passé devant nos télévisions à écouter les arguments des uns et des autres, cet engouement-là risque de retomber. Je voudrais vous dire, Maître Vergès nous enseigne de regretter mémoire que lorsque vous êtes dans un procès, que vous vous rendez compte que tout est perdu, vous adoptez ce qu'il a théorisé à l'époque, la défense de rupture.
cette défense de rupture-là qui, au lieu de soutenir les thèses qui sont les vôtres, vous met dans une situation de faire plutôt le procès d'une institution qui est censée vous juger. Et c'est parce qu'effectivement, ils sont rentrés dans cette défense de rupture-là parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'argument en face. Et c'est pour cette raison qu'ils sont tout jubilatoires lorsqu'il y a cet incident qui est causé sur les PV. Et donc, je vais vous faire de la démonstration aujourd'hui qu'il n'en était absolument rien. La responsabilité des uns et des autres, et quoi qu'ils disent, dans tous les systèmes au monde, les partis dans les bureaux de vote se surveillent mutuellement. Et c'est le pilier de la transparence d'un vote qui fait que les gens puissent être là. Ils ne sont pas là, c'est de leur responsabilité. Il faut qu'il y ait des comptes à rendre ou à la population camerounaise. Pourquoi ils ne peuvent pas sécuriser un système comme celui-là? Ils ne sont pas là, ils crient au vol, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas là. Ils ne peuvent pas, s'ils étaient là, au niveau même de la commission départementale, ils disent non, vous ne reportez pas tel chiffre à tel endroit, parce que quand nous faisons la somme des PV, ce n'est pas les chiffres que nous avons, c'est de leur responsabilité, tout ça. Nous avons fait notre part de travail. Autrement dit, le candidat du MRC n'est pas arrivé au Conseil constitutionnel avec sa touche, il aurait dû encore moins avec il aurait dû avoir ses propres PV, mais davantage avec sa casquette politique. Oblige que tous les partis sont en présence puissent rentrer chacun avec son PV, que ce soit au niveau de la commission locale de vote, que ce soit au niveau départemental. Il ne peut pas arriver. Le fait d'arriver au Conseil constitutionnel pour pouvoir dire à M. Somber, sortez-nous l'ensemble des PV, c'est un aveu d'échec, d'irresponsabilité. Il n'y a pas une personne qui pourra sécuriser le système à leur place. Et je suis tout simplement en train de dire, et vous savez, j'ai entendu plein de choses. Je suivais une télévision concurrente où il y a effectivement le SDF qui dit, nous sommes engagés en donnant des informations selon lesquelles il va tout au moins falloir qu'on mutualise les forces pour qu'on puisse être présent dans tous les bureaux de vote. On les a crachés, on les a mis à la figure. Et ce système-là, il ne peut pas marcher autrement que de cette façon-là. Et ce n'est pas parce qu'ils auront démissionné qu'ils vont commencer à distiller dans l'opinion des informations qui sont de nature à déstabiliser les gens. Nous pensons que ce système, tel qu'il a été pensé, élaboré, s'il est bien mis en œuvre, il permettra effectivement de faire en sorte. Une autre question, Duval. Nous ne sommes pas dans les bureaux de vote. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire le 8 octobre 2018, sur la base de quoi on s'est appuyé pour pouvoir dire j'ai transformé le pénalty? Alors qu'on n'a eu aucune information sur 25 millions de bureaux de vote, j'entends que 25 000 bureaux de vote, j'entends qu'on était sur 5 000 bureaux de vote. Cette demande-là qui est faite d'imposition. Vous entendez ça de qui? Vous entendez ça de qui? Il est en train de m'interrompre, oui ou non? Mais cette fois-ci, il le faut parce que vous débitez n'importe quoi. Ça commence à sur la base de quoi on s'est appuyé pour pouvoir le faire. Cette demande-là qui est faite d'imposition, effectivement, elle n'est pas là pour défendre la démocratie. Quand quelques heures plus tard, j'entends le chargé de la communication du MRC dire, hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous sommes entourés des plus grands informaticiens de la diaspora. Vous allez voir, on va vous cacher les résultats. Mais ça, c'est un langage d'imposture qui a pour nature de cacher un fonds qui n'existe pas. Vous êtes les faux imposteurs. Parce que, effectivement, vous êtes les faux imposteurs. Parce que, effectivement, mais les résultats dans les bureaux de vote sont rendus publics après dépouillement. Tout à fait. Et si vous n'êtes que dans 5 000 bureaux de vote, qui est dans 5 000 bureaux de vote? Quelles que soient les extrapolations mathématiques que vous pouvez faire, mais qui ne pouvez pas vous déclarer de candidat. Écoutez, si vous vous mettez également en antagoniste par rapport à moi, vous allez pour me poser. Non, je pose la question. Non. Je pose la question. On n'est pas sérieux. Qui a dit qu'il était dans 5 000 bureaux? Je vous dis bien. Et c'est pour ça effectivement que je mets un point d'honneur. Je demande solennellement au Conseil constitutionnel que le jour où il rendra les bulletins, les résultats, il faudra qu'ils disent combien étaient représentés dans quel bureau de vote. Ça, effectivement, ça nous permettra, effectivement, pour l'avenir. Il faudra qu'on ait cette information-là. Mais également, on est dans l'imposture. Quand on dit vous allez voir ce que vous allez voir, compte tenu des moyens informatiques que nous avons et des très grands spécialistes qui nous avons. Moi, je me souviens pas avoir entendu ça. Moi, je veux vous repasser la vidéo. Écoutez, on va vous donner les résultats, vous allez voir. Écoutez, je vous donne l'information. Pour compiler les résultats au niveau départemental, on n'a pas besoin de grands algorithmes. On a besoin d'une feuille Excel et des PV et d'un gentil garçon qui tape sur la machine. On a les PV, on n'a pas besoin d'algorithme. Effectivement, quand vous entendez les gens utiliser des phrases aussi superflues, c'est parce qu'effectivement, ils sont dans l'imposture. Et la démocratie n'est pas là pour encourager l'imposture. Quand on a gagné une élection, il faut effectivement qu'on dise qu'on l'a gagné. Quand on a perdu, la moralité républicaine voudrait effectivement qu'on se lève et qu'on dise « je salue mon adversaire qui a gagné ». Alors, il répondra à M. Kanga sur cette question-là. Mais je dois la parole à M. Ngouala. Quelles sont les grandes leçons qui, de votre point de vue, doivent être tirées au terme de ce contentieux post-électoral? Je crois que la première chose déjà, c'est qu'il faut que
les uns et les autres soient davantage outillés pour pouvoir faire le contentieux des élections. Parce que vous avez vu que sur 18 recours, Oui. 18 recours, il n'y a que 2 qui étaient recevables. Le recours qui a été introduit par le MRC et le SDF. Oui. Il me souvient que lorsque j'étais à la commission, lorsque j'ai vu le recours qui a été introduit par le parti Univers, j'ai dit pour Saint-Koumono que on va vous larguer, qu'il y a deux causes d'irrecevabilité. Je lui ai dit ça. Donc je n'étais pas surpris par la décision qui a été rendue. Donc il faudrait que les gens soient déjà davantage outillés, que les gens soient davantage outillés pour pouvoir faire le contentieux des élections. Ça c'est une chose. La deuxième, c'est également qu'il est on ne peut plus important de pouvoir améliorer le processus. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de disparités dans la loi et qui, de notre point de vue, sont de nature à favoriser malheureusement le RDPC, parce que on a le sentiment que toute l'architecture législative est mise sur pied pour pouvoir créer des situations qui ne soient favorables qu'à un seul parti politique. Ceci dit, il faudrait également que le peuple camerounais qui a manifesté de l'engouement, et nous l'espérons, cette élection a donné également l'occasion aux uns et aux autres de s'intéresser davantage à la politique. Donc, et aussi, Elekam doit être toiletté. Parce que, je l'ai dit, Elekam est censé être impartial, contrairement à ce que dit M. Mout. Elekam est censé être une institution au service du peuple, tout comme le MINAT est également censé être une institution au service de l'administration. Parce qu'en réalité, ce que vous avez, le sentiment qu'on a, pas dit le contraire. c'est seulement le sentiment qu'on a. Le sentiment qu'on a, c'est que lorsque vous êtes à la commission nationale, on vous dit 5 membres de l'administration, on vous dit 5 membres de l'Élecam et consomme. En réalité, il s'agit d'une coalition une coalition administration et l'Élecam RDPC contre vous les partis politiques. La défense de rupture. Tout à l'heure on a dit défense de rupture et autres, mais j'ai le sentiment que sur le plan du droit, j'ai opposé aux gens des arguments constitutionnels. Et on n'a pas eu le courage de répondre à mes arguments. Parce qu'en réalité, on devait répondre point par point aux arguments que nous avons évoqués. Vous avez vu, on a répondu au premier, les autres, on les a emballés ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui pratiquez cette institution depuis plusieurs années maintenant, est-ce que vous avez le sentiment, M. Ngouana, que le Conseil constitutionnel a fait mieux que la Cour suprême? Pour cette élection, je n'en ai pas le sentiment. Il faut savoir, je n'en ai pas le sentiment, je ne vais pas faire la langue de bois, mais ce qu'il faut dire, que s'agissant de l'élection présidentielle en particulier, ces gens, vous avez le sentiment, ils y vont un peu comme les automates. J'ai le sentiment qu'ils y vont un peu comme les automates. Quand c'est l'élection présidentielle, il s'est dit qu'ils ont un comportement carrément stéréotypé. Quand vous voyez même par exemple l'attitude du conseiller Sommet, quand il sort en réalité, vous sentez qu'il, dans son attitude, il prend fait et cause pour quelqu'un. Ouais. Il prend fait et cause pour quelqu'un. Oh, ce n'est pas l'attitude qu'on attend d'eux. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas prétendre qu'il y a eu amélioration. La seule chose qui a été salutaire, c'est que le peuple a pu être témoin de la manière avec laquelle le pouvoir est confisqué, et il va connaître également les efforts qu'il faut faire pour que les choses puissent changer et changer de manière radicale. Très bien. Wilfried Ekanga, quelles sont les grandes leçons qu'il faut tirer au moment où on s'achemine pratiquement vers la fin de ce processus électoral? La principale leçon, et elle est triste, dans l'éventualité où le RDPC gagnerait l'élection, nous aurons encore 7 ans de statu quo. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le changement que nous avons observé dans la sociologie politique camerounaise n'est en rien le fait du parti au pouvoir. Tout a été fait grâce à l'opposition. L'intérêt, l'inscription des nouveaux électeurs, le goût de la politique ou alors l'engouement des jeunes candidats, la capacité d'oser et de bousculer pour réaliser ce qui autrefois semblait impossible, c'est le mérite exclusif des candidats adverses. L'engouement ne disparaîtra pas du tout, et on constate que celui qui a le moins contribué, le parti qui a le moins contribué à cet engouement est celui qui prédit justement que l'engouement disparaîtra, à croire qu'il s'en réjouit. La même problématique qu'on a quand on voit la réjouissance du fait que les gens soient allés s'inscrire sur les listes électorales. L'engouement ne disparaîtra pas parce que l'opposition continuera à travailler. Ceux qui ont créé l'engouement, ce ne sont pas ceux qui sont allés parler pour les RDPC, sauf si on croit que la présentation de Grégoire
on a été imbibé de choses qui n'avaient rien à faire là, qui étaient totalement hors sujet en basant l'argumentaire sur les discriminations ethniques. Sauf si on arrive à croire que cette façon de présenter les choses était plus agréable à écouter que la plaidoirie de Maître Ndoki ou du professeur Kamto. Il n'y a rien venant du RDPC plus agréable à écouter que quelque chose qui vient de l'autre côté. Et les principales problématiques que nous avons sur les violations de lois venant du RDPC n'ont pas été éclaircies ici. Monsieur Mod ne nous a pas dit pourquoi, ou alors comment on règle le fait que un membre du Conseil constitutionnel soit militant d'un parti politique. S'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi ils vont retirer les noms à midi sur le site? Parce qu'ils savent que c'est faux. Et quand c'est faux, il faut justifier, il faut répondre devant la loi. Il n'y a pas que, en outre, la problématique du PV. Il y a le fait qu'un membre du Conseil constitutionnel qui est juge s'investit lui-même parti et se met à défendre un parti dont on le soupçonne de toute façon d'être membre. Ce n'était pas M. Isombe de sortir le PV. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui vous paraissent banals d'une certaine façon, où vous dites que ce sont des incidents, mais le peuple le voit autrement. Quand on voit la réaction du peuple aujourd'hui et qu'on dit en même temps que tout s'est très bien passé, c'est qu'il y a un déphasage. C'est que justement, tout ce qui nous a intéressés, c'est que de toute façon, nous allons conserver le pouvoir et ce qui se passe après, on s'en fout parce que le parti au pouvoir considère les autres opposants comme les ressortissants d'un autre pays qui ont perdu parce que le RDPC aurait gagné. Nous, on pensait que si un parti gagne, c'est parce qu'il avait le meilleur projet et qu'il a les meilleures solutions pour le Cameroun, pour tous les citoyens. Mais la verve avec laquelle on les voit se trémousser, vous avez parlé notamment de M. Isombe qui sortait et narguait quasiment ses vis-à-vis parce que, voilà, on sentait le rôle joué pour quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais en tout cas, cette attitude-là, elle ressort très souvent où on a vraiment l'impression d'avoir la petite oligarchie politique en face qui n'a pour finalité première que de conserver ce qu'elle a déjà et qui considère la population, en tout cas les partis adverses avec leur population comme une entité venant. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, Wilfried Ekanga, d'interpeller les formations politiques, notamment de l'opposition, sur le risque de réduction, de diminution de cet enthousiasme-là? Est-ce qu'il n'y a pas des précautions qui doivent être prises par les formations politiques pour entretenir cette flamme qu'on a observée chez les Camerounais, notamment au cours de cette élection présidentielle? S'ils écoutent la voix de l'opposition désormais, parce qu'au parti au pouvoir, on entend, et l'argument revient même après les élections, de toute façon, ces gens-là ont rassemblé des foules, mais ces foules n'étaient pas inscrites. On est une république incroyable où on continue de se réjouir du fait que la population n'a pas la conscience politique sur les sujets qui vont pourtant réguler sa vie et qui la concernent. Donc ils continuent à écouter plutôt ce qu'ils leur disent pour les législatives et les municipales, pour les échéances à venir. Inscrivez-vous massivement parce que c'est comme ça que vous allez décider vous-même de ce qui vous arrive. Les autres, ceux qui vous dirigent actuellement, vous présentent un Cameroun qui n'est pas réel parce que quand on dit, voilà, vous pouvez récupérer les PV, vous pouvez, c'est toujours possible en théorie. Mais dans mon propre bureau où j'étais notamment scrutateur ou représentant parce qu'on discute beaucoup sur les trivialités grammaticales, il y avait une fille qui a voulu consigner des éléments dans le procès verbal. On lui a dit, on est fatigué, on n'a pas le temps. Il y a eu des gens dans les diasporas qui, pour des raisons assez farfelues, n'ont pas pu y accéder à leur bureau de vote. Il y a eu des conférences autorisées, interdites, il y a eu des manifestations pacifiques réprimées, et ainsi de suite. Sur la théorie. Non? Finissez, Wilfried. C'est paradoxal d'écouter la voix qu'on a le plus entendue se plaindre du déficit du temps de parole. Ah bon. Ça rappelle un peu les affiches qu'on a sur l'étendue de la République du président Paul Biya et qui se plaindrait qu'il n'a pas assez d'affiches. Soyons sérieux. La grande leçon à tirer. Non. La grande leçon. On n'a pas parlé. Terminé. La grande leçon à tirer, en tout cas, c'est que on a quand même, ne fût-ce qu'à 1% bousculé. Il faut continuer à le faire. L'impossible est possible si la jeunesse s'implique, parce que c'est elle, le Cameroun de demain. Ce n'est pas le Renaud vieux auquel on a affaire aujourd'hui. Ok. On va sortir. Vous voulez dire que je 5 secondes. Non, vous 5 secondes. C'est moi qui ai le chrono. Ouais, mais c'est moi qui ai le chrono. Vous faites comme vous voulez. Et les 5 secondes justement, c'est pour vous permettre de rattraper le retard que vous avez pris sur Wilfried Ekanga. Vous pouvez le laisser parler et puis vous me dites à moi 5 secondes.
bienvenue dans le monde des gens. Cette émission est rediffusée, hein, donc j'ai envie de dire effectivement bienvenue dans le monde des gens qui font des choses et qui se font très souvent critiquer. Bienvenue dans ce monde-là, effectivement, pour des actes. Bienvenue, effectivement, parce que cette histoire de la Cour constitutionnelle là, nous a fait remarquer, effectivement, que pour des gens qui donnent des leçons, ils ne sont pas capables de continuer sur 72 heures. Bienvenue dans ce monde-là, des gens qui agissent, effectivement, parce qu'on se rend compte que des juristes patentés, chevronnés, peuvent se faire prendre sur les problèmes de dimension, d'affiches. Bienvenue, parce que dans ce monde-là où les gens agissent, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on peut confondre entre le délai d'affichage des bureaux de vote et le délai d'affichage des listes électorales. Merci. Ça ne veut toujours On va s'arrêter là pour ce dimanche. Malheureusement, Edmond, vous n'aurez pas eu le temps de conclure. On est tenu par les impératifs du temps. Infiniment merci, Edmond Kamga, d'être venu sur ce plateau. Tout à fait. Merci infiniment à vous d'être venu également, Wilfried Ganga. Merci. Merci, Dieudonné Samuel Mout, d'être venu. Merci. Merci également à vous, Maître Moustapha Ngwana. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.